renaissance de l'astrologie dont on parle en France, elle constitue généralement à la fin du XIXe siècle, elle ne peut pas être analysée correctement si l'on ne tient pas compte de la question des sexes. En effet, au XVIIIe et au XIXe siècle, l'astrologie a été largement investie par rapport aux dames. Je dis bien les dames. Pourquoi les dames? Parce que c'est l'expression qui était employée au XIXe siècle. Le petit oracle des dames, le grand oracle des dames. Et le public auquel s'adressait non seulement l'astrologie, qui était inclus dans un ensemble de pratiques, le public était essentiellement féminin. Pappus lui-même, dans ses ouvrages sur le tarot, reconnaît que l'ouvrage consacré à la pratique du tarot s'adresse essentiellement aux dames. Il le dit en introduction de son bouquin. Et j'avais déjà remarqué il y a un certain temps ce problème, à savoir que le nombre d'ouvrages parus dans ces deux siècles que j'ai signalés, 18e et 19e siècle, comporte très souvent, quand il s'agit donc de pratiques divinatoires, s'adresse énormément aux dames. C'est la fameuse expression. Cela dit, on rappellera aussi l'impact de cette femme que fut Mademoiselle Lenormand. Et en 1847, je crois, ou enfin dans ces eaux-là, un traité d'astrologie très, très développé était signé de la comtesse de, avec point de suspension, et de nombreux ésotéristes ont d'ailleurs publié un certain nombre de livres sous des pseudonymes féminins. Je pense à Colin de Plancy, je n'ai pas la liste en tête, mais à Mademoiselle Lelièvre, qui en réalité était un homme, etc. Donc il y a cette féminisation, d'une manière générale, du milieu astrologique, pendant au moins un bon siècle, hein, depuis le milieu du XVIIIe jusqu'au milieu du XIXe siècle, était un phénomène marquant. Et il semble bien que la renaissance de l'astrologie ait été marquée par le retour des hommes. Ça n'a pas été suffisamment signalé, même moi-même dans mes ouvrages, notamment La vie astrologique il y a 100 ans, qui est paru il y a quand même quelques temps, puisque c'est paru en 92, donc il y a 24 ans. Je n'avais pas mis en évidence ce fait-là. Ça ne m'était pas venu à l'esprit, disons. Des gens comme Paul Chouinard, comme Picard, comme Abel Attan, comme Nicoulot, qui signe aussi sous des pseudonymes, évidemment, Fomalo, notamment. Fomalo, c'est le pseudonyme de Nicoulot. Fomalo, qui est une des quatre étoiles fixes royales. Un grand traité paru en 1997. Il y a bon, sans parler de Pappus dont on a parlé tout à l'heure, il y a une réappropriation par la gente masculine de ce domaine, un réinvestissement masculin du domaine de l'astrologie et plus globalement. Rappelons aussi que Etella, le grand auteur d'ouvrages sur le tarot de la fin du XVIIIe siècle, qui s'appelait Aliette en fait, auquel j'ai consacré un ouvrage, était évidemment un homme, bien que coiffeur, effectivement. Donc, c'est important de dire ça. Pourquoi? Et tout simplement parce que on peut observer qu'un siècle après ce retour en force des hommes, dans le monde astrologique, dans la communauté astrologique,
française, on assiste à un retour à nouveau de l'élément féminin en force, et de manière spectaculaire, notamment au niveau du public. Parce que déjà, quand on regarde les conférences, et le public conférence, on voit des femmes, mais on peut supposer aussi que les gens qui achètent des livres, et donc quelque part qui font fonctionner l'industrie du livre ésotérique, et l'industrie aussi des réunions astrologiques ésotériques, ce sont beaucoup de femmes. Et ça a des incidences, bien évidemment, sur l'image de l'astrologie. Rappelons quand même le phénomène Elisabeth Tessier, qui longtemps a été un petit peu ostracisée par le milieu astrologique français, mais qui a ouvert la voie à beaucoup d'autres femmes dans ce milieu. On pourrait citer, bien entendu, dans ce milieu astrologique, tout le panel de l'astrologie karmique, avec Marguerite de Bismont, Irène Andrieux, Laurence Larzul, mais on pourrait aussi, bon, effectivement, c'est un peu le cheval de Troie du féminin que cette astrologie karmique, qui était d'ailleurs assez bien également introduite au départ par Germaine Hollet, par certains côtés, qui était un précurseur de cette astrologie spiritualiste, qui englobe cette astrologie karmique. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, et ça j'avais remarqué il y a déjà longtemps, les femmes ne parlent pas de l'astrologie de la même façon que les hommes. Elles en parlent d'une façon, je dirais, apologétique et sur la défensive. C'est-à-dire en disant, mais non, mais enfin, il n'y a pas de problème, ça marche bien, etc. Et en fin de compte, elles sont très peu capables de communiquer avec des adversaires de l'astrologie, auxquels elles disent, vous ne comprenez rien, vous n'avez pas lu ce qu'il fallait, etc. Cela dit, Elisabeth Tessier, pour laquelle j'ai un certain respect, fait exception, parce que son ouvrage, tout de même, qui est paru chez Plon au début du XXIe siècle, en 2013 d'ailleurs en fait, était un ouvrage tout à fait intéressant, qui reprend la thèse de docteur, Fascination et rejet, etc. Je trouve qu'elle a fait un beau travail là-dessus. Elle a fait un travail d'explication. Alors il faudrait effectivement décortiquer le niveau d'explication de l'ouvrage. Hein. Est-ce qu'elle explicite clairement les données astrologiques, ou est-ce qu'elle ne fait qu'exposer à une sorte de langage astrologique qu'il faut apprendre, et qui est ce qui est d'ailleurs assez amusant, parce qu'en fait, souvent on nous parle de l'astrologie comme d'une langue. Même le que sais-je de Philippe Zarka, le nouveau que sais-je, qui est paru au début, je sais pas, vers 2003, il présente l'astrologie comme une sorte de langage, voilà, de grammaire, qui est un fait acquis, un fait accompli, au lieu de s'interroger sur le pourquoi et le comment, et sur les dérives possibles. Parce que je pense que l'approche linguistique de l'astrologie est une grave erreur. Et ça me chagrine énormément. Pas, et malheureusement, l'impact de la langue sur les esprits est considérable. La langue est une sorte de démonstration qu'on a un savoir. La langue, elle est liée à un savoir ou un supposé savoir. On a des réseaux, on a des liens sémantiques, on a tout un ensemble de choses qui font qu'on a un bagage qu'on acquiert très jeune et dont on ne se démunit pas par la suite et qui nous accompagne tout au long de notre vie et qui finalement, beaucoup de gens en sont là. Ce qu'ils apprennent, les nuances, les différences qu'ils apprennent entre les mots à un âge très, très jeune, vont les poursuivre tout au long de leur existence sans aucune remise en question. Et la langue, effectivement, il y a une sorte de tabou, on ne peut pas corriger la langue elle est ce qu'elle est, et on dit la même chose de l'astrologie. L'astrologie, elle a poussé comme elle devait pousser, comme dirait dans son manifeste, je crois, Patrice Guinard, c'est-à-dire que c'est hegelien, l'astrologie est devenue ce qu'elle devait devenir, et il lui est arrivé ce qui devait lui arriver. Voilà. C'est une approche qu'on appelle plus ou moins marxiste. Et à l'opposé de cette approche, moi je développe plutôt une approche de décantation, un peu comme Chouinard, comme Kraft, comme Gauquelin, etc., comme Barbeau, comme Nicolas. C'est-à-dire qu'il faut creuser, il faut nettoyer tout ça,
et garder le meilleur, et parfois enlever des éléments qui ont pu se rajouter. Alors que pour les femmes, la notion de rajout est plutôt l'idée d'un progrès. On rajoute une planète par-ci, on rajoute une astéroïde par-là, et on n'a pas besoin de creuser et de revenir en arrière, c'est-à-dire de travailler sur la temporalité, pas, retour aux origines ou décantation. Non, on va juxtaposer, on va rajouter. Et donc, par conséquent, on ne peut pas comprendre le destin de l'astrologie du XXe siècle et du XIXe siècle sans comprendre l'enjeu du comportement féminin. C'est absolument inconcevable. Les femmes sont la cible de l'astrologie jusqu'à la fin du XIXe siècle, jusque dans les années, je dirais, 1890 même, oui, avec l'arrivée des polytechniciens, toute une série de personnages comme André Boudinot, que j'ai bien connu, dont la fille vient à nos réunions, Marie-Christine. Il y a toute une lignée de femmes. Et contrairement à ce que Laurence Larzul a laissé entendre récemment à propos de ce que je disais, les femmes ont été très peu présentes dans l'histoire de l'astrologie. Il y a eu une parenthèse féminine dont je viens de parler, n'est-ce pas, qui se situe du milieu du XVIIIe siècle au milieu du XIXe siècle, et puis qui revient maintenant depuis un quart de siècle. Voilà. Mais c'est pas depuis les années 1980 à peu près, avec les fameuses fédérations féminines de Daniel Rousseau et de l'Église d'après, dans les années 84-85. Et puis autour de Solange de Mayinel, autour de Joël de Gravelaine, et voilà. Et donc, on ne peut pas comprendre cela. Ce qui est important, c'est qu'il s'agirait, et je terminerai là-dessus, la question de savoir s'il n'est pas souhaitable de remasculiniser le milieu astrologique pour lui donner un nouvel essor. On ne peut pas faire l'exception de ce genre de choses. On ne peut pas jouer avec les sexes. Hein. On ne va pas sauver l'astrologie en maintenant les choses dans l'état. Alors le problème, c'est que nous sommes dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus il y a de femmes qui rentrent dans le milieu astrologique, moins il y aura d'hommes, parce que quelque part, subconsciemment, c'est incompatible. Et la présence des femmes fait fuir les hommes, non seulement parce qu'elles sont des femmes, bien entendu, mais parce que leur discours sur les choses, leur façon d'appréhender les choses, la façon d'en parler ou de ne pas en parler, est typique et spécifique. Et elle n'est pas communicable. Ce sont des mondes qui ne doivent pas communiquer particulièrement. Bon, alors que les uns fonctionnent comme ils l'entendent et que les autres fonctionnent comme ils l'entendent, pourquoi pas. Mais d'une manière générale, moi, je reconnais que les colloques que j'organisais dans les années 70-80 étaient des colloques très masculins et qu'ils étaient d'un niveau tel que les femmes ne se sentaient pas véritablement concernées par les enjeux de ces colloques, et c'était plutôt une bonne chose. Et à partir du moment, avec en plus la question de l'informatisation qui a facilité l'accès à l'astrologie, l'informatisation des calculs, j'entends, pas seulement l'interprétation, c'est un autre problème, eh bien, finalement, il y a une sorte de brèche qui est venue, qui fait que, à partir de 1990, et notamment des congrès de Lenoble, mais qui continuaient un peu la dynamique de la Fédération française d'astrologie de Daniel Rousseau, à partir de 84-85, avec notamment le congrès de Nice en 85, auquel j'ai assisté d'ailleurs, et en décembre 85, je crois. Et donc finalement, auquel était partie prenante Yves Lenoble, qui était un lieutenant de Daniel Rousseau en quelque sorte. Et donc finalement, il y a une féminisation de ce milieu astrologique qui correspond à une régression épistémologique, une régression du discours, qui fait que finalement, voilà, il y a des règles astrologiques, il y a un langage astrologique. L'astrologue, c'est celui qui parle ce langage, comme les médecins de Molière devaient parler le langage latin de la médecine. Et c'est ce qu'on attend de l'astrologue, qu'il parle l'astrologique. C'est ce qu'on attend de lui, et qu'il fasse de l'astrologie, qu'il fasse des thèmes, qu'il montre les thèmes, qu'il utilise des symboles. Et c'est cela. Il s'agit. Alors maintenant, on nous dit que ça marche. Qu'est-ce que ça veut dire, ça marche? Ça veut pas dire grand-chose. On est dans le domaine de la coiffure, on est dans le domaine de la couture. Bon, bah, quelqu'un aime bien la nouvelle coiffure qu'on lui propose, ou la nouvelle robe qu'on lui propose. C'est ça que ça veut dire, ça marche. Pas très sérieux.